Notre corps est composé de cellules, de milliards et de milliards de cellules. Et un cancer vient d'une cellule qui, progressivement, d'un état normal, devient anarchique. C'est-à-dire une cellule qui perd tous les contrôles qu'elle a dans une situation normale. Et à partir d'une cellule qui devient anarchique, l'anarchie veut dire qu'elle continue à se diviser sans contrôle, elle prolifère et elle acquiert des caractéristiques d'invasion. Le cancer, finalement, est une maladie de cellules anarchiques qui ont le potentiel d'aller partout, donc de faire des métastases. Les cancers solides sont les cancers qui se développent à partir des organes, le poumon, le sein, le cerveau, etc. Les cancers liquides sont, par définition, les cancers qui viennent à partir de la moelle osseuse et du sang. Donc ce sont principalement les leucémies. Ich war mehrmals Blutspender und nach einer gewissen Zeit hat man mir gesagt, ich könne nicht mehr Blut spenden, weil ich zu wenig rote Blutkörperchen hätte. Und hat uns die Nachricht eröffnet. Ich würde unter einem multiplen Myelom leiden und ich habe mich dann als Informatiker natürlich sofort ins Internet gestürzt und habe da schreckliche Nachrichten gelesen und meine Frau ist in Panik geraten und hat geweint und alle dachten, ich werde gleich mal sterben. Le myélome multiple en particulier est une maladie tumorale qui touche une cellule, enfin un globule blanc en fait, en particulier, qui s'appelle le plasmocyte, qui normalement dans notre organisme est responsable de la production de nos anticorps en fait, pour nos défenses immunitaires, et qui est une cellule qui vit dans notre moelle osseuse, qui normalement ne circule pas dans notre sang, et qui dans un myélome multiple devient cancéreux et se multiplie de manière anormale. Au moment du diagnostic, moi j'étais sidérée. C'était un truc tellement dingue d'avoir un cancer que j'ai pas... Enfin, j'ai pas compris. Je dirais, j'ai réellement pas compris ce qui se passait tout de suite, quoi. Le myélome multiple, c'est une maladie qui est diagnostiquée généralement après 65 ans. Oui, je suis très jeune, ouais. D'un côté, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que je suis tombée malade, parce que si par exemple c'était une cause génétique, eh bien, j'aimerais pouvoir faire quelque chose en prévention pour mes enfants. D'un autre côté, je veux pas perdre trop d'énergie à essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. C'est pas de chance, puis voilà. Les premières traces du cancer remontent au néolithique, lorsque des hommes du préhistoire ou les animaux ont souffert du cancer, comme on a pu le constater grâce à l'étude de leurs os. Pour l'historien de la médecine, le cancer apparaît vraiment lorsqu'il est diagnostiqué, lorsqu'il est décrit par Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Hippocrate le décrit essentiellement comme un crabe, d'où le nom cancer, qui veut dire crabe en latin. Et il le décrivait comme un crabe en raison du fait qu'il y a un nodule central à partir duquel partent des bras, des veines qui lui font penser à un crabe. En fait, beaucoup de cancers, on ne les voyait pas parce qu'ils sont internes. Donc, pendant longtemps, le cancer, c'était avant tout le cancer du sein. Le cancer est associé au sexe féminin et aussi à quelque chose qui mène souvent à la mort. Et ce n'est que à partir du 19e siècle, avec l'anatomie pathologique, donc c'est la volonté de chercher un lien entre les symptômes et des lésions dans des tissus vivants, qu'on commence à avoir une idée plus claire de ce qu'est un cancer et surtout de pouvoir distinguer différents types de cancers. On a l'impression qu'il y a plus de problèmes de cancer autour de nous. C'est lié au fait que la population a augmenté, que la population a vieilli, et le facteur de risque principal des cancers reste malgré tout l'âge. Et comme la proportion des personnes qui ont entre 50 et 70 ans a augmenté, de ce fait, il y a plus de cancers autour de nous. Et le troisième élément, qui est plutôt un bon point, c'est que les personnes qui ont un cancer vivent plus longtemps.
Le fait que pour certains cancers, l'espérance de vie il y a encore quelques temps était de 6 mois et maintenant est de 2 ans, 3 ans, 4 ans, modifie le nombre de personnes qu'on voit autour de nous avec un cancer. Le fait de refaire une chimio ne gêne pas, au contraire. Ça permet aussi de rester avec la famille et puis de retarder l'échéance le plus loin possible. Avoir le courage, ouais, c'est la question, mais je dirais, la question principale, c'est est-ce que je veux vivre ou pas? Mon meilleur moment. Alors, le diagnostic du myélome multiple, j'y ai eu droit donc en 2004. Au moment où je me disais chic, je vais prendre ma retraite anticipée, je vais bien en profiter maintenant, ben c'est tombé en plein à ce moment-là et donc ça a été un petit peu le coup de massue. J'ai senti donc le vent du boulet qui m'a passé près de l'oreille et là j'ai réalisé vraiment, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais j'ai réalisé que j'étais mortel. Je désinfecte la crête iliaque postérieure à droite ou à gauche, à l'endroit où je vais faire l'anesthésie et l'aspiration de la moelle osseuse. Ça brûle un tout petit peu, comme chez le dentiste. Toutes les moelles contiennent un certain nombre de cellules qu'on appelle des plasmocytes. Et dans le myélome, le nombre de ces plasmocytes est en augmentation, parfois envahissent la totalité de la moelle, si bien que la moelle est incapable de produire les cellules normales. En fonction du nombre de ces cellules qui infiltrent la moelle, le diagnostic de myélome multiple peut être posé. Par la suite, certaines analyses génétiques au niveau des chromosomes des cellules malades sont faites dans des laboratoires très spécialisés. Le cancer est une maladie génétique, ça ne veut pas dire héréditaire. Chacune de nos cellules a des chromosomes, des gènes. Pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut qu'il y ait des erreurs dans le gène, qui ensuite va avoir des conséquences sur le comportement de la cellule, qui devient tumorale anarchique. On peut actuellement, avec ces méthodes de laboratoire, analyser toutes ces altérations génétiques et puis regarder qu'est-ce qu'ils ont comme influence sur le devenir du patient. Et on se rend compte qu'il y a certaines de mutations dans des gènes qu'on connaît actuellement qui sont très importants pour la prolifération des cellules. Alors, des patients qui malheureusement ont une mutation qui est dans ce gène-là vont avoir un myélome où les cellules prolifèrent beaucoup. Et puis d'autres patients qui ont une mutation peut-être ailleurs ont un myélome où les cellules prolifèrent peu. On a fait une analyse cytogénétique de mes cellules cancéreuses au tout départ du traitement pour savoir si j'avais une maladie qui était à risque élevé de rechute rapide ou si j'avais une maladie standard ou une maladie avec un risque bas de rechute. Maintenant, j'avais un risque complètement standard, donc on est parti dans un protocole standard mais fort parce que j'étais jeune. Maintenant, si j'avais eu un risque élevé, c'est possible que j'ai eu un traitement encore plus fort et je ne connais pas très bien le protocole pour les autres. Le cancer, c'est finalement une maladie qui est très hétérogène. Chaque gène, chaque nucléotide peut être muté. Donc de ce fait-là, il n'y a pratiquement pas de limite à la complexité. Et au niveau des médicaments, on n'a pas encore une armoire avec 100 tiroirs où on peut simplement tirer le tiroir et puis sortir les médicaments. En un week-end, j'ai perdu l'usage des 2 jambes. J'ai dû commencer à prendre des cannes, j'ai à peine pu rentrer à la maison. Alors la chimiothérapie, ça fait penser, comment dire, à une injection de poison, entre guillemets. Eine Chemotherapie ist in der Regel nicht sehr spezifisch für Krebszellen, sondern es trifft alle Zellen im Körper.
Wenn aber die Krebszellen besonders schnell wachsen, dann nehmen sie in der Regel auch recht viel von der Chemotherapie auf oder sind empfindlich für die Chemotherapie. Nach heutigem Wissen ist eine Chemotherapie häufig eine sehr brutale Methode. Längerfristig kann es sein, durch bestimmte Substanzen, dass die Fertilität der Patienten eingeschränkt ist, dass sie also keine Kinder mehr bekommen können. Oder, was besonders schlimm auch ist, sie können mit der Chemotherapie auch selbst wieder Tumoren auslösen. Sie können Organe schädigen. Also man muss sich immer bewusst sein, Chemotherapie selbst schadet auch. Und deswegen muss man eine gewisse Abwägung vornehmen. C'est des médicaments qui sont efficaces, mais qui ne sont pas très spécifiques. Alors avec les traitements actuels, alors on essaye de combiner vraiment des médicaments qui agissent d'une manière différente. Des médicaments qui s'attaquent à une mutation, des médicaments qui s'attaquent à une autre mutation, des médicaments qui gênent la prolifération, d'autres qui font que la cellule meurt plus vite. Et on essaye de combiner vraiment des médicaments qui ont des mécanismes moléculaires différents. C'est ce qu'on appelle la polychimiothérapie ou le traitement combiné de plusieurs médicaments. La difficulté avec toutes les nouvelles thérapies qu'on a à disposition, c'est de savoir dans quel ordre on va choisir les médicaments et ensuite aussi dans quelle combinaison on va les choisir. Parce que dans le myélome multiple, par exemple, on a eu beaucoup de nouvelles molécules ces dernières années et il faut réfléchir en fonction des comorbidités du patient, de l'âge du patient et puis après aussi de qu'est-ce qui est le plus efficace dans sa situation pour sa maladie. Moi, je sais bien que je suis à un moment de la maladie où la prochaine fois qu'il y aura un traitement, j'aurai de nouveau une rémission. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que j'ai vu que ça se passait pour tout le monde. Les chances que tout d'un coup mon cœur supporte plus, je suis jeune et puis tout va bien pour l'instant. Donc les chances que je meure des effets secondaires de la chimiothérapie, elles sont vraiment très petites. Donc je suis assez confiante que la prochaine fois, on aura de nouveau une période tranquille après. Ce qui m'embête, c'est juste d'être exclue de mon quotidien de nouveau pendant je sais pas combien de temps, ça dépend comment ça se passe, quoi. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Donc je pour l'instant pas peur de la mort. Bonjour madame. Concrètement, je pense qu'on doit quand même donner de l'espoir aux gens, surtout quand il y en a. C'est important d'avoir quand même, je pense, en tant que soignant, une attitude réaliste. Il faut pas, on n'est plus dans une médecine paternaliste où on va dire faites-moi confiance et tout ira bien. Le patient est partenaire dans le traitement de nos jours et je pense que c'est important qu'il comprenne les enjeux de sa maladie, des traitements qui lui sont proposés. Tout le monde doit être bien au courant de ce qui se passe. Le myélome multiple, c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas encore de protocole de traitement qui sont complètement établis. Et comme il n'y a pas de protocole, du coup, chaque personne va recevoir le traitement qui convient le mieux à sa situation. Il y a des façons de traiter qui sont un peu différentes entre les différents endroits. On a envie de savoir ce que font les autres. Maintenant, moi, je n'irai pas me faire traiter ailleurs parce que j'ai envie de rester ici. Mais j'aimerais avoir le meilleur traitement qui existe en ce moment. Alors aux États-Unis, ils ont plus d'expérience, ils sont plus nombreux et ils ont accès à certains médicaments plus rapidement. Par contre, ils ont peut-être un peu moins de... Enfin, ils prennent plus de risques en fait. C'est clair qu'aux États-Unis, les médicaments qui sont donnés aux patients sont peut-être donnés d'une manière plus rapidement une fois quand ils sont développés et qu'ici en Europe, ça me prend un peu plus de temps jusqu'à ce que les différentes administrations, les différentes réglementations font qu'on peut librement donner ces médicaments. Donc, en ce qui concerne la stratégie elle-même, ça dépend, je dirais, plutôt des différents pays et des groupes de recherche. Pas tellement États-Unis, Europe ou Chine ou Japon, etc. C'est les mêmes classes de médicaments, ça c'est sûr, qu'on a à disposition ici et outre-Atlantique. Et après, c'est des groupes de médecins ou de groupes de travail qui utilisent plutôt une combinaison qu'une autre.
Quand il y a une décision à prendre, d'arrêter un médicament ou d'en prendre un autre, c'est quelque chose qu'on discute avec son médecin. Et puis le médecin, lui aussi, en hématologie, enfin en tout cas mes médecins jusqu'à maintenant ont toujours aussi demandé à d'autres médecins et ont toujours essayé de trouver la meilleure solution. Maintenant, un autre endroit où on discute des traitements, c'est dans le groupe de parole des malades du myélome. C'est un endroit où chacun arrive avec son expérience et les médicaments qu'il a pris et ça permet de connaître à l'avance les effets secondaires qu'on pourrait avoir si on change et aussi d'avoir de l'espoir en voyant que d'autres ont pas non plus réagi aux mêmes médicaments, n'ont pris un autre et vont mieux, quoi. Enfin, oui, c'est nécessaire d'en parler pour aussi être convaincu par ce qu'on fait. Ich habe eine autologe Stammzelltransplantation gehabt am 30. Juni 2017. Bis jetzt hat es funktioniert, ja. Es ist nicht für jedermann, weil es ist auch das Alter bestimmend, dann die Kondition, die man hat. Mein Arzt hat mein Alter nicht auf 75, sondern auf 50 geschätzt und auf diese Weise hat er mich auch transplantiert. Eine Stammzelltransplantation, es gibt prinzipiell zwei verschiedene. Einmal die sogenannte Stammzelltransplantation mit eigenen Stammzellen oder auch die Stammzelltransplantation mit fremden Stammzellen. Wir führen die sogenannte eigene Stammzelltransplantation durch. Das ist einfach gesagt, Sie wollen einen Schaden, den Sie durch die Chemotherapie gesetzt haben, anschließend wieder reparieren. Bedeutet, wenn ich Ihnen Chemotherapie gebe, eine sehr intensive und Ihr Knochenmark zerstöre, dann würden Sie nie mehr genug Blutzellen produzieren. Dans le processus de la greffe, comme on va complètement, entre guillemets, éradiquer la moelle osseuse du patient, on va aussi temporairement lui enlever son système immunitaire. Donc on est obligé de le protéger en le mettant en isolement pendant la période où la nouvelle moelle osseuse va se mettre à fonctionner jusqu'à ce qu'il ait de nouveau suffisamment de globules blancs pour se protéger contre les infections. Und deswegen sammelt man vor der intensiven Chemotherapie die Stammzellen bei dem Patienten aus dem Blut ein und gibt sie ihm nach dieser intensiven Chemotherapie zurück und das Knochenmark repariert sich dann wieder. Die Stammzellentransplantation hat funktioniert. Leider war das Ergebnis dann nicht so gut, wie der Professor erwartet hatte. Im Moment habe ich eine Immuntherapie, die scheinbar nicht genügend wirkt und demnächst werde ich wieder ein anderes Medikament erhalten. Was schwieriger zu beantworten ist, ist die Chemotherapie, die man davor gibt, erfolgreich, um die Krankheit zu zerstören. Bei aggressiven Lymphomen sagen wir, die Hälfte der Patienten sind geheilt. Bei Multiplem Myelom sind die Patienten leider wohl nicht geheilt, aber die Krankheit ist deutlich verzögert, also sie kommt später erst wieder zurück. Le plasmocyte est une cellule justement très mature qui se divise très lentement, donc qui est en fait très chimio-résistant. Même avec tous les nouveaux traitements qu'on a et avec l'autogreffe qui utilise des médicaments très toxiques, le problème c'est toujours est-ce qu'il va rester une cellule qui porte les anomalies qui peuvent ensuite régénérer une récidive du myélome. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus difficile pour moi, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est justement d'avoir ces contrôles tellement réguliers et puis de savoir qu'à chacun de ces contrôles, tout peut changer en fait. Vous pouvez fermer le coin. La maladie chez moi, elle est présente, mais pour l'instant, elle n'est pas en activité. Et en fait, on doit contrôler chaque fois parce que dès qu'elle sera en activité, il faudra reprendre les traitements. Je peux ?
Le principal défi de la chronicisation de certains cancers pour les patients et les familles, c'est de vivre avec. Ça veut dire continuer à avoir, si possible, à peu près la même place dans son équilibre familial, dans la vie professionnelle. Et ça, c'est probablement le défi principal actuellement des patients qui ont un cancer avec lesquels ils doivent vivre pendant plusieurs années, voire 1 ou 2 décennies. Moi, j'ai une endurance qui est très amoindrie par rapport à ce que j'avais avant. Donc, si je recommence à travailler, ce serait un petit pourcentage parce que je sais rarement d'avance quel jour je vais être épuisée et quel jour je vais être très fonctionnelle. Et du coup, ça rend les choses compliquées pratiquement. Par contre, j'ai besoin d'une certaine reconnaissance professionnelle et ça m'est difficile d'avoir aucune activité rémunératrice ou intellectuelle. En fait, il y a un très grand décalage entre ce dont j'ai l'air et ce que je suis. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est difficile de communiquer. Enfin, par exemple, comme je suis fatiguée, il arrive assez fréquemment que le matin, j'arrive pas à me réveiller, à préparer les enfants, à les emmener à l'école. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide, ou Nicolas, mon mari, m'aide à préparer les enfants, puis ensuite quelqu'un d'autre les amène à l'école. Quand les mamans me disent « Oh, tu dois travailler beaucoup, je te vois jamais le matin à l'école », c'est toujours un peu délicat de leur dire « Oui, je suis en train de faire ma première sieste ». Et du coup, oui, là, je me sens très en décalage. Es gibt sich, dass nach einer gewissen Zeit eine Ermüdung eintritt, nicht nur, weil man müde ist, sondern weil man gerne Ruhe hätte. Also es ist natürlich lästig, alle 14 Tage im Spital eine Infusion einzunehmen, die einem mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Aber der Erfolg ist natürlich wichtiger. Und der Erfolg ist ja, dass ich ein praktisch normales Leben führe. Ich kann essen und trinken und mich mit Leuten treffen, Theater spielen. Ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch und ich schaue mit großer Zuversicht in die Zukunft. Vom ökonomischen Standpunkt der Industrie sind Krebse wenig attraktiv, die selten sind und mit denen Patienten nur sehr kurz überleben. Für Brustkrebs gibt es sehr viel Forschung und viel mehr klinische Forschung als beim Myelom, weil es einfach viel mehr Patienten gibt. Warum gibt es so viele Therapien in den letzten Jahren bei der Myelomerkrankung? Hat im Wesentlichen 2 Ursachen. Die eine Ursache ist, dass man 30 Jahre komplett erfolglos war. Das Zweite ist, dass die Myelomerkrankung für die pharmazeutische Industrie wirtschaftlich extrem attraktiv ist. Weil erstens, es ist eine der häufigsten Krebserkrankungen des Blut- und Lymphsystems. Es tritt auf eher in den westlichen Ländern, bei Kaukasiern, also in den zahlungskräftigen Volkswirtschaften. Die Patienten leben relativ lange mit der Erkrankung, das heißt, brauchen relativ lange Medikamente. Und das alles zusammen ist einfach sehr attraktiv für die Industrie. Im Moment habe ich von der Krankenkasse Rechnungen um ca. 130.000 Franken. Ich weiß nicht, ob dieser Preis fair ist, aber die Medikamente sind halt einfach zu teuer. Dass der Spitalaufenthalt notwendig war und auch gezahlt werden muss, das finde ich total in Ordnung, weil wir sind Patienten und man braucht diese Unterstützung. Chaque fois qu'il y a eu une décision de traitement à prendre, il a fallu demander l'autorisation de l'assurance et l'assurance prend quelque temps pour répondre. Il y a d'autres cas où l'assurance n'a pas accepté, donc pour d'autres personnes comme moi. Et c'est un processus qui n'est pas très confortable.
Déjà que la maladie n'est pas confortable, mais en plus d'attendre de savoir si on pourra avoir le médicament, c'est pas super non plus. Quand on a des refus de prise en charge, l'inquiétude est toujours de savoir en combien de temps est-ce qu'on va réussir à obtenir une réponse différente ou est-ce qu'on va peut-être obtenir un médicament à usage compassionnel de la part de la firme, le temps que peut-être la caisse accepte de le prendre en charge. Avant, on utilisait une molécule avec de la cortisone. Maintenant, on a tendance à utiliser 2 molécules et de la cortisone. Et c'est vrai que quand ces traitements-là ont commencé à devenir plus fréquents, on a eu des problèmes de remboursement avec les caisses maladies qui, soit dit en passant, ont juste vu le prix du traitement doubler. Notre priorité, c'est de soigner notre patient et on n'est pas là pour réfléchir s'il a le droit ou pas à cette prestation en fonction du prix du médicament. Avant le diagnostic, je me sentais mal au bas du dos. C'est donc le tassement de 5 vertèbres lombaires qui m'ont créé des douleurs assez épouvantables. Et on injecte une sorte de ciment dans les vertèbres et elles se regonflent un peu, si on veut, pour se resolidifier et se restabiliser. La vertèbre ne réatteint jamais son épaisseur d'avant, ce qui fait qu'au point de vue de la taille, j'ai perdu environ 5 cm. Le plasmocyte, qui est la cellule malade dans le myélome multiple, a la capacité on va dire, de converser en fait, avec nos cellules osseuses. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, même chez l'adulte, l'os est tout le temps en mouvement. Et en fait, le plasmocyte va donner comme signal de faire en fait, des trous. Donc, ce n'est pas lui qui creuse forcément l'os en tant que tel, mais l'os se résorbe en contact avec ces cellules anormales. Une fois qu'on a vu le patient, avec ses problèmes, est-ce qu'il a encore des symptômes qu'on peut améliorer, comme la fatigue, les bouffées de chaleur chez les femmes, les douleurs, le manque de sommeil ou des problèmes du sommeil qui sont très très fréquentes, on peut réellement améliorer la situation de ces patients. Les méthodes complémentaires sont un ensemble de méthodes, de disciplines qui sont utilisées en complément à la médecine, je dirais, conventionnelle. Donc on les utilise en oncologie, dans le domaine du supportif, pour améliorer la qualité de vie. Vous pouvez permettre aux patients de faire quelque chose eux-mêmes, car c'est souvent une des questions qu'ils ont, mais qu'est-ce que je peux faire encore moi-même dans cette situation où je reçois plein de thérapies, des chimios, etc. Et là, ils reçoivent un outil pour améliorer leur situation. Ça peut calmer la douleur parce que la personne elle va être focalisée plutôt sur sa respiration et sur son pinceau et la couleur qui est sur sa feuille. Et puis bien essayer de peindre sur toute la feuille, de ne pas être trop focalisé sur un endroit. Alors on n'a pas d'argument qu'on a des moyens avec les médecines complémentaires d'agir directement sur le cancer. Ce n'est pas le premier but de prolonger la vie, par exemple. Ce qu'on veut, c'est d'améliorer la qualité de vie. Moi, j'ai tâché de travailler plutôt le mental et le psychisme. Et pour ça, bon, il faut de l'aide, il faut avoir un psychothérapeute. C'est ma méthode qui m'aide à survivre et à garder le moral. Le cancer, c'est un ennemi particulièrement redoutable parce que la caractéristique d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle est instable. On est capable d'observer maintenant de manière remarquable et de comprendre une cellule tumorale à un temps donné, mais
rapidement, comme elle est instable génétiquement, elle va se modifier. C'est un vrai caméléon. Et on va l'attaquer d'un côté et elle va montrer une autre face quelques mois ou quelques années plus tard. Et c'est cette instabilité génétique qui est la caractéristique de la cellule tumorale qui fait que le combat est aussi complexe. J'espère qu'on trouvera un moyen de me faire vivre longtemps et de façon confortable, mais pleinement optimiste, c'est pas évident. Oui, je suis quelqu'un qui a confiance dans la science. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle va être assez rapide? Ça, je suis pas toujours aussi confiante, ça dépend. Pas mal de recherches visent à essayer de mettre en évidence les mécanismes que la cellule est capable de développer pour justement contourner l'effet, pour nous, bénéfique des médicaments contre le cancer, mais en l'occurrence pour la cellule négatif. Et c'est vrai que pas mal de collègues essayent maintenant de trouver un moyen de bloquer au maximum en fait, la capacité de la cellule de s'adapter au traitement. Das Resistenzproblem ist eigentlich eine Stärke der Biologie. Es geht eigentlich um Selektion. Es geht darum, dass sich Zellen oder Lebewesen ihrer Umgebung anpassen. Das ist das, was Darwin schon vor 200 Jahren gefunden hat, dass die Finken sich anpassen den Kräutlern oder den Beeren, die sie finden auf der Insel, auf der sie leben. Und ähnlich ist es mit den Krebszellen auch. Die Krebszellen passen sich ihrer Umgebung an oder die Krebszellen, die am besten zu ihrer Umgebung passen, die überleben. Das heißt, die Krebszellen, die nicht empfindlich sind auf eine Chemotherapie oder am wenigsten empfindlich sind, das sind die überleben und die immer weiter überleben werden und die sich auch vermehren werden. Dafür ist unsere Arbeitsgruppe in Europa und auf der ganzen Welt spezialisiert und hat da, denke ich, einen guten Ruf. Ich bin sicher, dass wir in die Richtung gehen, dass wir immer mehr Patienten mit Krebs heilen können. Werden wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir alle Krebsarten heilen können, das halte ich für unrealistisch, weil auch der Krebs sich immer verändern wird und immer Wege finden wird, auch wieder diesen Medikamenten auszuweichen.